Je m'appelle Chris Clark et je suis un ancien agent des services de renseignement du Norfolk. La première fois qu'Ashley est entré en contact avec moi, c'était le 9 juillet 2016. Il voulait me parler de la mort de Josh et me demander si j'accepterais de jeter un œil à certains documents. Il m'a dit « Il s'agit d'une affaire très étrange qui concerne la mort de mon petit frère. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne tiennent pas la route. Et j'aimerais qu'un professionnel de la police nous donne son avis et nous aiguille, ma famille et moi, sur comment on pourrait enquêter sur cette affaire. » C'était sérieux comme affaire, celle d'un individu qui avait disparu sur une île réputée. Et pour moi, les circonstances dans lesquelles il avait disparu étaient suspectes. Tresco est une île réservée aux privilégiés. C'est là que les gens riches et célèbres vont se détendre. Sans sa réputation, l'île n'est plus rien. Il ne fallait pas l'entacher avec un meurtre ou un homicide involontaire non élucidé. Les habitants de l'île et les services de secours ratissent Tresco à la recherche d'un disparu. Josh Clayton a été vu pour la dernière fois au petit matin ce dimanche. Vu le nombre de policiers et de sauveteurs qui ont débarqué les jours suivants, on se serait cru dans une espèce d'exercice militaire. Des hélicos volaient sans cesse au-dessus de nos têtes. On les entendait partout sur l'île, du matin au soir. Même si le périmètre est restreint, le terrain rend les fouilles compliquées. Les recherches aériennes battent leur plein. Et voici l'un des chemins que Josh a pu emprunter après avoir quitté la fête très tôt le dimanche. Et comme vous pouvez le voir, le paysage alterne entre fougères, sable et zones boisées. Il y a une rangée d'arbres qu'on peut voir sur la côte. Et le fameux hangar où tout le monde s'est rassemblé se trouve à environ 200 mètres derrière cette série d'arbres. C'est là que Josh a été aperçu pour la dernière fois avant de potentiellement reprendre la route vers son domicile qui se trouve plus haut. C'est le trajet qu'il avait l'habitude d'emprunter. C'est de ce sentier que des témoins l'auraient vu arriver à la fête, et c'est également dans cette direction, quand on part du hangar, que le vélo a été retrouvé, ainsi que certains de ses effets personnels. Étant donné que tout portait à croire que c'est ce chemin que Josh avait emprunté en quittant le hangar, l'intégralité de cette côte a été passée au peigne fin par les équipes de recherche de la police. Mais qui sait, s'il a fini par perdre sa seule source de lumière qui provenait de son téléphone, et que sa batterie l'a lâché avant qu'il ne parvienne à retracer ses pas jusqu'à chez lui, il s'est alors retrouvé dans le noir et personne n'est en mesure de dire la direction qu'il a prise à ce moment-là.
Venez. Faut que vous voyiez ça. Il me semble que c'est là que les cigarettes et le chargeur ont été retrouvés. Juste ici. Donc, on est à quoi? Environ 130 mètres du hangar. L'idée serait qu'il soit tombé de son vélo dans la boue, là. Si on en croit cette hypothèse, il aurait descendu cette pente à une vitesse de 10 km/h, pas plus. Et il serait tombé de son vélo avec une telle violence qu'il se serait blessé. Le vélo a été retrouvé dans ces buissons. La selle à l'envers, la chaîne déraillée, et il était couché dans la végétation. On s'est souvent demandé si ces affaires et le vélo n'avaient pas été mis là exprès. Si c'était pas une fausse piste, pour nous berner. C'est là-dessus que le coroner voulait qu'on se concentre. Il a dit au jury, réfléchissez bien à ces objets, réfléchissez bien au vélo et à la direction où ça nous mène. Autrement dit, vers la plage. Des plongeurs de la police investissent les îles Scilly alors que les recherches s'intensifient. Un nouvel appel à témoins a été lancé pour connaître ses derniers faits et gestes. On continue de ratisser toute la côte en espérant trouver le moindre élément. Ouais, c'est le plan. Au début, vous gériez l'enquête de A à Z. Est-ce que ça a changé? Quand on nous envoie du renfort du continent, les rôles et les responsabilités sont alors redistribués. Et c'est le service d'enquête criminelle de la ville de Penzance qui s'est chargé d'approfondir la partie témoignage. Ils leur ont fait remplir un questionnaire. Connaissez-vous Josh? L'avez-vous vu à la fête? Josh avait-il l'air saoul? A-t-il pris de la drogue? Josh était quelqu'un de très sociable, mais personne ne l'avait vu quitter la fête. Ça paraissait étrange que personne ne l'ait vu partir. Je sais que s'il y avait 50 personnes à cette fête, ça lui aurait bien pris 20 minutes pour dire au revoir à tous les invités. Parce qu'il était du genre à inclure tout le monde. Donc c'était louche. C'était quoi comme genre de fête? Elle sortait de l'ordinaire? Dans mes souvenirs, c'était une fête. Tout ce qu'il y a de plus banal. Non, mais attendez. Je me rappelle qu'il y a eu... Comment je pourrais dire ça? Je me souviens d'un incident au cours de la soirée. Il y avait un type qu'on soupçonnait de suivre les filles quand elles sortaient pour aller aux toilettes, vu qu'il n'y en avait pas dans le hangar. Il faisait partie du personnel de l'île. Mon ami avait un peu forcé sur la boisson. Et plusieurs fois, alors qu'on dansait sur la piste, il est venu la draguer. On a vite compris qu'il fallait qu'on la tienne éloignée de lui. Il avait trop bu, et on va dire qu'il dansait un peu trop près de mon ami. Elle lui avait clairement dit qu'elle voulait qu'il arrête, mais il continuait. Je me suis approché, je lui ai dit « Laisse mon ami tranquille. Je suis clairement pas le plus intimidant des mecs, et lui était plutôt costaud.
Et il me semble qu'il m'a menacé. J'ai de vagues souvenirs d'une altercation verbale et qu'on ait demandé au type de s'en aller. J'ai une liste des gens qui n'ont pas témoigné alors que j'estime qu'ils auraient dû le faire. Tristan Dorian Smith, à mon avis, aurait dû témoigner au moment des faits. On se disait qu'en tant qu'organisateur de la fête et fils du propriétaire des lieux, il aurait donné sa version des faits tout de suite après les événements. Je trouve ça dingue que Tristan n'ait pas été interrogé sur le coup. C'est lui qui a organisé la fête. Je savais pas ça. C'est étrange. C'est lui qui a dit à tout le monde que la fête était terminée. La moindre des choses aurait été de lui demander s'il avait vu quelque chose. Depuis quand se connaissent les Fulford et les Dorian Smith? Ma mère était la marraine de l'une des sœurs de Robert. Et oui, je suis allé à l'école avec Robert, à l'école privée de Sunningdale. Il avait 1 an de plus que moi. La première fois que j'ai visité Tresco, je devais avoir 10 ou 11 ans. J'y suis retourné plusieurs fois. C'est magnifique comme endroit. S'il y a une valeur qu'on a en commun, c'est l'amour de nos patrimoines et de nos domaines respectifs. On partage le sens du devoir. On est investi d'une mission et on a tous les deux à cœur de transmettre ces valeurs à nos fils ainsi qu'à nos petits-fils. Voici ma mère. Et quand mon père nous a quittés, elle a su jouer de ses talents et faire preuve de l'intelligence et du courage nécessaires pour garantir la survie de notre héritage. Il faut savoir que les propriétaires de grands domaines et de grandes demeures ont dû endurer pendant une centaine d'années les attaques répétées de gouvernements successifs qui ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour nous exterminer. C'est pour cela que nos familles, celles qui ont survécu, se sont serrées les coudes pour réfléchir aux meilleurs moyens de rester en vie, de survivre. Quand on parle de réputation, on parle d'image. Chaque domaine jouit d'une image. Et pour conserver la sienne, Tresco mise sur sa réputation. Le Premier ministre y passe ses vacances, comme il le fait depuis des années. Pleines de charme, ces îles, situées non loin de Land's End, trônent dans l'Atlantique. Il faut beaucoup de temps et d'efforts pour se bâtir une solide réputation ou une bonne image. Mais un rien suffit à la perdre. Il en faut peu pour qu'une réputation ou une image soit détruite. Les équipes de recherche redoublent d'efforts pour retrouver un homme de 23 ans porté disparu sur l'île de Tresco depuis 4 jours. C'était voué à l'échec dès le départ, étant donné que la police partait du principe qu'il s'agissait d'un accident.
Josh aurait été sous, avec un pic d'ivresse survenu à la fête, et aurait peut-être pris de l'acide. Ce sont ces infos qu'a reçues l'équipe de recherche. L'aspect drogue a-t-il eu un impact sur les recherches? On a entendu dire que Josh aurait pris du LSD, de l'acide. Je n'ai aucun souvenir d'une quelconque mention de LSD. Josh était à une soirée, et dans une enquête, la probabilité qu'une personne ait consommé de la drogue ou de l'alcool est évidemment prise en compte dans l'analyse des risques liés à la disparition de cette personne. C'est ce qui m'a le plus énervé. Rien de tout ça n'avait de sens. Pour eux, il était ivre et défoncé. Et c'est sur ce scénario que leur recherche reposait. Si vous voulez mon avis, ils n'ont même pas réellement envisagé que Josh ait pu être une victime dans cette affaire. Est-ce que cette disparition vous semble suspecte? Pas autant qu'on sache, non. Rien ne pointe dans cette direction. Aucune des recherches effectuées dans le cadre de cette enquête par des experts qui se sont déplacés jusqu'ici n'a révélé quoi que ce soit qui nous permette de suspecter un acte criminel. Colin Taylor répétait « C'est une simple disparition. Je vais t'en moi des simples disparitions. » Je me revois demander pourquoi on n'interroge pas un tel ou une telle. Qui nous dit que c'est pas un acte criminel? Et à chaque fois, on me répondait de ne pas m'inquiéter, que c'était rien. La famille a mené sa petite enquête de son côté. Certains employés et moi-même, on s'est fait assaillir de questions. Ils cherchaient des réponses qu'on n'était tout simplement pas en mesure de leur donner. Des informations qui émanaient de la famille elle-même étaient communiquées à des témoins potentiels. Des hypothèses sur ce qui serait arrivé à Josh. Mais le problème, c'est que ces infos venaient alors s'immiscer dans l'enquête. On était donc face à un cercle potentiellement vicieux, dans lequel les éléments qu'on recevait avaient toutes les chances d'être biaisés par des théories venant de proches. Les enquêteurs m'ont donc demandé si je pouvais en toucher un mot à la famille. La conversation ne s'est pas bien passée. Il devait être 18h45, 19h. On s'était tous retrouvés au bar quand Colin Taylor a déboulé. Il paraît que vous critiquez mes méthodes. Et je ne cache pas que je lui ai dit « Vous ne faites pas bien votre boulot ». Mais bref, le ton est monté et il a fini par dire « Il faut que j'y aille, j'ai pas le temps ». En ce 6e jour de recherche, les questions concernant la disparition de Josh restent sans réponse. Selon vous, les enquêteurs ont-ils envisagé que cette disparition soit suspecte? Ils ne l'ont jamais évoqué, non. Pour eux, c'était une simple disparition. Il ne fallait pas s'emballer, on devait rester calme et positif. Et ne pas effrayer les gens. Mais on recueillait des informations de la part des témoins. Certains communiquaient avec ma sœur et d'autres avec ma mère. Plusieurs personnes disaient qu'il y avait un type louche à cette fameuse soirée et qu'il fallait enquêter sur lui. La façon dont il s'était comporté à la fête, mais aussi après la fête, avait été jugée étrange. C'était quelqu'un qui travaillait sur l'île. C'était un personnage atypique. Il était plutôt âgé, donc au milieu de tous les saisonniers de 20 ans, il y avait ce type qui détonnait du haut de sa cinquantaine d'années. Tout le monde le connaissait. Il passait toutes ses soirées au pub. Il buvait toujours un peu trop. Et ça se sentait que son passé n'était pas tout rose.
un ancien militaire. Un gars brut de décoffrage. Il faisait parfois un peu flipper quand il avait bu. Une fois, il a dit que s'il voulait faire disparaître quelqu'un, il pourrait le faire et personne ne saurait jamais ce qu'il a fait. S'il était potentiellement impliqué, oui, c'était une possibilité, dans le sens où il fallait qu'on en sache plus sur lui et qu'on le questionne pour essayer d'obtenir des informations sur les déplacements de Josh après cette soirée. L'individu est rentré à l'endroit où il séjournait. On a des témoins crédibles qui ont confirmé que c'est bien le trajet qu'il a effectué. Mais une fois arrivé sur place, il semblerait qu'il se soit mis au volant d'un véhicule et qu'il ait pris la route en état d'ébriété. Le fourgon a réapparu le lendemain de la fête. Et d'après mes souvenirs, le devant du pare-choc était un peu cabossé. J'ai vu les dégâts sur la partie inférieure du fourgon et je me souviens parfaitement m'être demandé si ça pouvait coïncider avec ceux du vélo. Est-ce qu'il y avait des traces de peinture du vélo sur le fourgon et vice-versa? Est-ce que ça pouvait coller? Il n'y avait rien du tout qui, d'après moi, pouvait permettre de faire le lien entre le vélo et le fourgon. D'après ce que j'ai vu, la police a traité cette affaire comme une disparition, mais jamais comme un crime. Et c'est là leur erreur. Le vélo et le fourgon auraient tous les deux dû faire l'objet d'une expertise scientifique, mais aussi mécanique, dans le but de découvrir si des éléments pouvaient prouver qu'il y avait eu contact entre les deux. J'ai fini par me demander comment ça se faisait que les agents de police ne faisaient pas correctement leur boulot. Avec le recul, ça saute aux yeux. Ils ne voulaient pas creuser la piste du crime, ils ne voulaient pas trouver de pièces à conviction, ils ne voulaient pas interroger les gens, ils ne voulaient pas de traces écrites, ils ne voulaient pas faire d'expertise. J'ai vu ces policiers, j'ai discuté avec eux, j'ai été assis face à eux et ils ont été incapables de répondre à des questions basiques sur cette affaire. Donc le matin, après la fête, l'employé plus âgé avait aussi disparu. Exact. Il n'était pas à son poste. Quand l'avez-vous revu? Le lendemain de la fête. Il me semble qu'il a été retrouvé dans l'un des bungalows. Enfin, pas vraiment retrouvé, mais il a dit qu'il y avait passé la nuit. C'est bizarre. C'est étrange. Qui fait ça? On était un petit groupe.
Et quand l'un d'entre nous lui a demandé où il avait dormi, il a répondu « Je suis resté au chalet des artistes ». Ça nous a surpris. Ce n'est pas quelque chose d'habituel. Les habitants de l'île ne vont pas dormir dans les maisons de vacances. Ce n'est pas quelque chose qui se fait. Et quand on s'est rendu là-bas pour chercher des indices, rien ne laissait penser que quelqu'un avait dormi sur place. Quand avez-vous appris que l'employé n'était pas non plus à son poste? Immédiatement. C'est l'une des premières choses qu'on nous a dites. Sur le papier, il y avait 2 personnes disparues, mais c'est à se demander pourquoi il avait disparu au même moment que Josh. Est-ce qu'ils avaient disparu ensemble? Forcément, ça paraît suspect. Vu qu'il n'avait pas pris son poste comme prévu, on a appris par la suite qu'il s'était fait renvoyer. Il m'a dit qu'il s'était fait virer et qu'il partait le lendemain. Il s'est laissé gagner par l'émotion plusieurs fois. Il m'a fait de la peine sur le coup. Il a parlé d'un moment d'égarement. Il n'a pas approfondi et je ne lui ai pas posé de questions. Il a mentionné que les parents de Josh seraient là le lendemain, et c'est là que ça a fait tilt. On était en train d'étudier les différentes approches à privilégier pour la suite de l'enquête quand un agent m'a appelé, de Tresco. Le type qui s'était fait virer allait quitter l'île. L'agent m'a dit « On est en train de le suivre. On est monté sur le ferry avec lui. » Est-ce que vous voulez qu'on l'embarque? On était là à se demander, qu'est-ce qu'on sait de lui? Est-ce qu'il a d'autres choses à nous dire? Est-ce qu'il est impliqué? De là, j'ai contacté l'équipe sur le continent. Voilà ce qu'on sait, voilà ce qui est en train de se passer, est-ce qu'il faut l'arrêter? Est-ce que cette disparition est suspecte? Est-ce qu'il s'agit d'un suspect? Il a été conclu à l'époque que non, il n'y avait aucun élément qui laissait sous-entendre l'implication d'un tiers et que non, cet individu n'était pas soupçonné d'avoir commis une quelconque infraction. Et de ce fait, on ne l'a pas arrêté. Je ne connais pas Josh et je ne me rappelle pas l'avoir rencontré. Je n'ai été témoin d'aucun problème quand je suis parti. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas rentré chez moi à pied. Le chalet n'était pas fermé à clé et j'ai dormi dans l'une des chambres. Je ne sais pas comment le fourgon s'est retrouvé endommagé.
Il a clairement dit qu'il était rentré chez lui à pied. Et pour une raison ou une autre, il a fait volte-face et s'est retrouvé à l'autre bout de l'île. Le chalet est encore plus en hauteur que le hangar, donc il a dû remonter une sacrée colline pour se retrouver là-haut. Et quand la police lui a demandé « Pourquoi avez-vous grimpé cette colline ?», il a dit « Oh, je sais plus, j'avais la gueule de bois ». Il n'avait pas l'air de se rappeler grand-chose. Je suis sceptique. Dans le ciel, l'hélicoptère de la police survole à nouveau l'île. Mais malgré des jours de recherche, la police ne sait toujours pas où se trouve l'homme de 23 ans. On avait l'impression qu'on ne sortirait jamais de cette espèce d'entre-deux. Ça paraissait bizarre que la police s'en aille déjà, mais chaque recoin de l'île avait été fouillé. Il arrive un moment où il faut arrêter les frais, c'est tout. C'était la seule décision rationnelle à prendre à ce moment-là. Au fond, je savais que c'était peine perdue. L'île est juste trop petite. C'est... Ça m'a transformé. Honnêtement, pardon. Bonsoir. Un corps a été retrouvé ce soir dans la mer au nord de Tresco. Un navigateur français a cru reconnaître un corps sur les rochers de l'île inhabitée de Tian. À ce stade, aucune identification officielle n'a eu lieu, mais la police a contacté les proches du porté disparu Josh Clayton. C'était 2 jours après, donc un mercredi. Je me souviens que j'étais en train de donner le bain à Sébastien, mon petit garçon, dans la baignoire. Vers 18h. Mon téléphone a sonné. C'était mon beau-père. Ils ont retrouvé Josh. Il faut que tu viennes voir ta mère. C'était atroce. Ouais. Quand j'ai vu ma mère, j'espère ne plus jamais l'entendre pousser ces cris-là. Il y a une policière qui a été extraordinaire. Je ne me souviens pas de son nom. Elle m'a appelé, elle m'a dit « On est... » Pardon, je suis sur le bateau avec lui. Et j'ai ma main sur la housse mortuaire. Et
Je n'enlèverai pas ma main. Je ne l'enlèverai pas avant qu'on soit arrivé à l'hôpital. Elle m'a dit, je veille sur votre fils. Ça y est, on l'a retrouvé. Et maintenant, on va être en mesure d'avancer. Ce chapitre du cauchemar est clos, donc on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et forcément, on se disait que ça allait être plus simple et que les réponses allaient venir plus facilement. Dès que le corps a été retrouvé, la police semblait se dire « c'est bon ». On avait vraiment l'impression qu'elle s'en fichait d'obtenir des réponses et de savoir ce qu'il s'était passé. On n'avait pas d'autre choix que de mener l'enquête par nous-mêmes. Et il y avait ce type qui revenait sans cesse. En examinant ces témoignages, on s'est rendu compte qu'il y avait des incohérences. Son comportement ce soir-là était plus que louche. Et ses explications pour justifier son comportement cette nuit-là, et même le lendemain, quand tout le monde était en train de chercher Josh, ne font absolument aucun sens. J'appelle le prochain témoin à la barre. Ok. Je déclare et j'affirme solennellement et sincèrement que le témoignage que je suis sur le point de donner sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. En gros, il s'est levé de son siège et a dit tout ce qu'il avait déclaré dans son dernier témoignage. Je ne connais pas Josh, je ne l'ai jamais vu à la fête, et puis j'aimerais aider la famille, mais je ne sais rien. Avez-vous des éléments à nous communiquer? Oui, tout à fait. Ça ne figure pas dans mon témoignage d'origine, mais je me suis beaucoup refait le film dans ma tête au cours des longs mois qui se sont écoulés entre mon entretien avec la police et aujourd'hui. J'ai repensé à tout ce qui s'était passé ce soir-là. Et il se met à donner une version complètement différente de tout ce qu'il s'est passé. Il y a eu un incident à l'arrière du hangar. Une dispute à propos d'un vélo. Un type que je pense être Josh a commencé à balancer le vélo dans tous les sens. Je l'ai vu s'énerver en répétant qu'il en avait assez. Et qu'il allait se suicider. Il a foncé dans les fourrés à l'arrière du hangar. Quelques gars ont essayé de le ramener, et oui, je leur ai dit de le laisser et de s'en aller. Je pensais que Josh finirait par se ressaisir. J'ai quitté la fête, et je suis revenu au petit matin pour essayer d'en savoir plus sur où il était allé et sur ce qu'il était devenu.
C'est la première fois que vous racontez ça? C'est la première fois, oui. Tout à fait. Certains des jurés étaient bouche bée. Ma mère s'est mise à pleurer, ma femme aussi. Quel mec sérieux. Un témoignage pareil a dû leur faire l'effet d'une bombe. Ils ont dû se demander, est-ce que la police a fait fausse route? Pourquoi est-ce que cet homme dit ça? Est-ce que c'est ce témoignage qui est véridique ou bien est-ce que c'est l'autre? L'enquête sur le décès d'un gérant de bar de Taunton est soudain suspendue à la suite de la révélation de nouveaux éléments lors de l'audience. L'enquête a été ajournée et suspendue dans l'attente d'informations. C'est parti. Il n'y a pas 36 solutions. Les enquêteurs vont devoir le questionner à nouveau. Il donnera une toute autre version des faits et la police devra faire marche arrière et faire son boulot correctement. La police du Devon et des Cornouailles a déclaré qu'à la lumière de cette révélation, les enquêteurs approfondiraient la question. Alors, soit cet homme détient des réponses et des informations qu'on ne connaissait pas encore jusqu'à aujourd'hui, soit on l'autorise à avoir une emprise malsaine sur ma famille et moi pour le restant de nos jours. Parce que sans ce type et sans la déclaration qu'il a faite, je ne serais pas là à penser tout ce que je pense aujourd'hui et à me poser toutes ces questions.